Alors moi, j'ai beaucoup d'admiration depuis toujours pour un philosophe et linguiste et spécialiste des sciences cognitives américain qui s'appelle Noam Chomsky. Et j'ai traduit ses écrits sur l'université, je les trouvais particulièrement intéressants, je voulais les rendre disponibles au public, donc j'ai fait ce travail-là. Et dans le cadre de ce travail-là, je suis allé rencontrer Chomsky au MIT. Et quand je l'ai vu, Chomsky, il me racontait justement, et je trouvais ça intéressant, le MIT, c'est une des plus grandes institutions scientifiques au monde, de recherche universitaire au monde, sans l'ombre d'un doute. Mais il disait par exemple que la transformation que lui aussi voyait d'une institution comme le MIT était profondément troublante parce qu'il disait, ça peut sembler paradoxal et énorme, mais la recherche était beaucoup plus libre quand elle était financée par le Pentagone. Ce qui peut sembler extraordinaire. Et pourquoi il disait ça? Il disait parce que le Pentagone subventionnait de la recherche sans souci de rentabilité à court terme. On ne demandait pas d'ici un an, vous allez me résoudre tel problème. Ensuite, ni en définissant un problème précis, et aussi ni en demandant qu'on garde de manière privée les résultats obtenus. Alors donc, il y avait une publicité des résultats, une liberté de recherche. Et comme disait Chomsky, c'est ça qui a conduit aux ordinateurs qu'on possède tous dans nos maisons. Maintenant, Internet, les ordinateurs, ça a été développé par ça, dans ce contexte-là. Mais il disait maintenant, c'est un financement de la recherche par des entreprises sur des objets précis, et ils demandent le secret. Alors la recherche est beaucoup moins libre qu'elle pouvait l'être quand elle était financée par l'armée. C'est quand même assez extraordinaire. Et j'ai souvent raconté cette histoire-là parce qu'elle apparaît spectaculaire, mais quand je l'ai rencontré, il y avait au MIT une histoire qui venait de se passer, qui avait été répercutée dans les grands médias américains, où un étudiant avait, lors d'un examen doctoral, répondu à une question. Je connais la réponse, mais je ne peux pas la donner parce qu'on est sous octroi avec une entreprise qui exige le secret. C'est extraordinaire, mais quand j'ai raconté ça à de mes amis en sciences, il y en a un qui m'a raconté qu'au Québec, pas sur la planète Mars, au Québec, il était peu de temps auparavant allé comme professeur, examinateur externe, sur une thèse de doctorat en chimie, je vais donner le nom de la discipline. Et bien, lors de la soutenance de cette thèse, toutes les personnes présentes, y compris les parents du doctorant, le doctorant lui-même, les profs, devaient signer un document par lequel ils s'engageaient de ne pas parler de ce qui allait être dit là pendant 6 mois, parce que ça avait été financé par une pharmaceutique qui exigeait le secret. Alors là, on assiste, ça c'est des exemples extrêmes, sans doute, on assiste à une vraie transformation de la vie, de l'esprit que doit préserver une université. Pour moi, c'est quelque chose d'assez troublant. Moi, je comprends que les universitaires, tout entiers consacrés à leur recherche, n'aient pas beaucoup de temps ou de goût pour faire un type de travail comme celui qu'on décrit, de critique sociale. J'ai plus de mal à comprendre que, compte tenu des avantages immenses dont ils disposent, du temps dont ils disposent, de l'accès aux ressources, ça, c'est des choses énormes pour la plupart des gens. On ne mesure pas à quel point, nous, de nos ordinateurs, on accède à des banques de données fantastiques, à des revues, on a du temps pour faire ça, on a beaucoup de libertés qui nous sont données. J'accepte mal, compte tenu de tout ça, qu'on n'ait pas le souci de participer à la conversation démocratique. Okay? Donc, de faire de la vulgarisation, de l'explication, d'intervenir sur des enjeux pour expliquer les choses. Ça, c'est chose. La dimension critique est probablement un volet distinct de tout ça. En tout cas, on peut conceptuellement distinguer le volet critique. Je comprends que certaines personnes n'aient pas le goût de le faire, ou n'aient pas le temps, ou n'aient pas l'idée à défendre. Ce que pour ma part, j'ai essayé de faire dans ce type de travail-là, moi, je considérais que c'était important de le faire. Je le faisais, j'ai essayé de le faire, je peux m'être trompé, mais je le faisais à partir d'une perspective que j'ai toujours identifiée. J'ai une perspective normative, moi, quand je fais ça. J'évalue les choses à partir de mon idéal anarcho-syndicaliste, disons-le comme ça. Ce qui fait que quand j'interviens dans l'espace public, comment il s'appelle, pas Fillon, l'autre, Duhem, hier, il m'a carrément identifié comme l'anarchiste de Radio-Canada. Bon, au moins, c'est connu, ça, je ne l'ai pas caché. Et je pense que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'il y a tellement d'instances en ce moment dans notre société qui tentent. On est dans une société profondément propagandisée. On est une société dans laquelle les relations publiques jouent un immense rôle, par exemple. On est une société dans laquelle des institutions travaillent de manière occulte et cachée pour passer des ententes. Alors, si on a la chance de pouvoir savoir ça, de pouvoir l'expliquer aux gens et de pouvoir indiquer une autre voie, c'est ce que j'ai fait, moi, quand j'ai défendu certains idéaux anarcho-syndicalistes dans mes textes, mais je pense que c'est sage de le faire. Encore une fois, comprenons-nous bien, hein, le travail de l'universitaire, c'est le travail de librement faire de la recherche et étudier, comprendre le monde. Il y a à côté de ça ce que je pense être un devoir pour nous, dans la conjoncture que nous vivons et de tout temps, un travail de pédagogie et d'explication de concepts et d'enjeux. Il y a finalement ce travail critique-là. Je comprends que certains ne veulent pas le faire, mais dans le monde dans lequel nous vivons, dans un monde où l'Institut économique de Montréal est hautement financé par les entreprises pour intervenir dans le débat public avec une perspective qui se donne pour objectif neutre et scientifique, mais qui est également une perspective orientée,
que des professeurs d'université interviennent aussi, prennent le temps d'intervenir en disant, moi, voici ma perspective, elle est autre, mais vous voyez qu'on peut construire un autre discours, il y a des informations auxquelles vous n'avez pas accès en ce moment, il y a des accords de libre-échange qui se passent, il y a un partenariat transpacifique qui est en train d'être négocié. Mon souci quand j'ai fait ça, moi, c'était que la perspective normative qui est la mienne soit connue. Je ne suis pas neutre quand j'interviens dans ce débat. Un visage découvert. J'interviens en défendant un type de vision du monde, de la société, des gens, de l'organisation sociale que je pense souhaitable. Et une chose qui m'attristerait profondément, c'est qu'on m'accuse d'endoctriner quand je fais ce travail-là. Qu'on m'accuse d'être moi-même un propagandiste. C'est-à-dire, j'ai des arguments, je les défends rationnellement, mais on connaît la perspective où je me place. Je ne l'ai jamais caché.